sur e-radio 90.3. Pourquoi la souveraineté alimentaire est toujours une arlésienne au Sénégal? Les solutions proposées sont-elles opérantes? Le bras de fer, compagnie sucrière sénégalaise et le gouvernement sur la crise du sucre, quelles conséquences? La crise casamançaise, ses ramifications et son impact. Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 10 avril 2022 de 10h à 11h Dr Ibrahima Ache, économiste, chercheur à l'IPAR et spécialiste des chaînes de valeur, et Ibrahima Kane, militant des droits de l'homme et chargé de programme à Osiwa. L'Air du Temps, c'est avec Alassane Samba Diop. Dimanche 10 avril 2022, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps et merci à Papa Lunsar qui a assuré la continuité de l'émission pendant ces quelques jours de congé. Nous sommes donc avec Ibrahim Hatch, qui est économiste, chercheur à l'IPAR, spécialiste des politiques agricoles et développement des chaînes de valeur, et M. Ibrahim Khan, qui est militant des droits de l'homme et chargé de programme à Osiwa. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, toute la semaine, la souveraineté alimentaire est remise sur le tapis. C'est un débat pratiquement récurrent. Depuis les indépendances, on parle d'autosuffisance alimentaire et surtout de souveraineté alimentaire. Le président de la République, dans son discours la fois dernière à la Nation, le 3 avril, a encore redit la même chose. Le patronat a dit qu'ils vont jouer le jeu pour que la souveraineté alimentaire soit une réalité au Sénégal. Il est temps, comme disent beaucoup de gens, parce que la crise ukrainienne a montré aujourd'hui la vulnérabilité des pays africains, parce qu'importateurs de beaucoup de produits, par le blé, le riz et le tournesol. Aujourd'hui, sur le marché sénégalais, l'huile a augmenté. Vous ne pouvez pas avoir le litre d'huile pas moins de 1250 francs CFA, le carton de 5 kilos à 14 500 francs CFA. Aujourd'hui encore, la tension un peu partout à travers le monde. Ibrahim Hatch, vous qui travaillez dans ces programmes concernant l'IPAR et concernant aussi les chaînes de valeur, pourquoi la souveraineté alimentaire et l'autosuffisance alimentaire depuis les indépendances est une sorte d'arlésienne au Sénégal? Bonjour Alassane, je vous remercie pour l'invitation. Je salue mon homonyme Ibrahima Kane de Osiwa. La question de la souveraineté alimentaire n'est pas une question nouvelle. Si on se réfère sur le passé, déjà dans les années 80, on a beaucoup parlé de sécurité alimentaire, mais c'était dans le contexte des ajustements structurels, où les institutions de Bretton Woods avaient conseillé nos États à, disons, compter sur l'extérieur, pratiquement, dans le cas où nous ne sommes pas très compétitifs sur certaines filières. À partir des années 2000, il y a eu un changement. Avec l'arrivée du président Wade, on a vu des tentatives d'aller vers une souveraineté alimentaire avec les programmes spéciaux. Et par la suite, la crise de 2008 a montré la vulnérabilité de nos pays. Et en réponse à cette crise, qui était une crise sur les prix des produits alimentaires, les pays africains, notamment de l'Afrique de l'Ouest, sont allés vers l'autosuffisance en riz. Parce que le point nodal de cette crise était le problème d'approvisionnement en riz. Donc toutes les politiques ont fait un focus sur le riz, même si au Sénégal, on a parlé d'abord de Guana, la grande offensive pour l'abondance et la nourriture. Mais l'accent a été mis sur le riz. Une dizaine d'années après, le bilan est très mitigé. Dans l'essentiel des pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des progrès essentiels qui ont été faits. Mais on sait qu'aujourd'hui, les importations de riz sont encore très, très importantes. Arrive alors 2020, avec la crise de Covid, et là, le discours sur la souveraineté alimentaire a repris cours. Mais on se rend compte 2 ans après, on est en 2022, avec la crise ukrainienne, que c'est le même discours qui revient sans qu'on ait pris les mesures qui peuvent nous amener à la souveraineté alimentaire. Parce que lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, on pense à une maîtrise de tout ce qui est production, transformation, jusqu'à la consommation, par
nos propres mécanismes. Est-ce que nous avons mis les politiques qu'il faut pour y arriver? La réponse, à mon sens, est non. Ce qu'on a fait, c'est se baser sur les objectifs d'autosuffisance qu'on avait, c'est-à-dire nous baser sur la production uniquement, faire un effort sur les intrants. Donc on a augmenté les budgets, effectivement il y a eu des efforts de l'État, mais on ne s'est pas vraiment posé les bonnes questions pour arriver à une souveraineté. Parce que pour arriver à une souveraineté alimentaire, qu'est-ce qu'il faut? On veut produire, consommer, transformer, consommer par nous-mêmes. Donc il faut nécessairement une politique alimentaire. Il faut que nous nous fixions des objectifs de politique alimentaire. Et ces objectifs de politique alimentaire supposent qu'on établisse une stratégie claire de politique alimentaire. Ces stratégies n'existent pas. Aujourd'hui, je ne suis pas au courant d'une réflexion globale pour dire qu'est-ce que nous voulons consommer, comment nous allons produire pour consommer cela, comment nous allons le transformer. Les principaux outils existent, mais une politique globale, holistique, pour aller vers la souveraineté alimentaire, pour le moment, n'existe pas. Et il est possible, du fait des outils qui existent, de le faire. Il y a des exemples sur lesquels on peut se baser pour aller vers ça, notamment sur le riz, ce qui a été fait jusque-là. Sur le mil, il y a des possibilités. Si je prends juste l'exemple du riz, aujourd'hui, on sait qu'on a fait des progrès essentiels dans la production de riz et même dans la consommation. Comment on est arrivé là? Beaucoup pensent que c'est juste parce qu'on a mis beaucoup plus d'engrais, beaucoup plus de semences qu'on a subventionné. Mais ce n'est pas le cas. C'est une conjonction d'intervention, une mutualisation qui nous a amenés là-bas. En fait, il y a eu à un moment donné l'État qui a dit on veut aller vers l'autosuffisance. Des partenaires se sont investis dans ça. Je donne l'exemple de la coopération espagnole qui a construit des magasins au nord. Donc, problème de stockage, au moins en début de solution. De la coopération japonaise qui a relevé le plateau technique des usines pour transformer le riz. De la coopération américaine avec l'USAID qui a davantage investi sur le soft, sur les bonnes pratiques, sur les cahiers de charges entre producteurs et transformateurs, sur des financements innovants, de sorte qu'on finance et les producteurs et les transformateurs pour aller vers des contrats, mais aussi l'État qui a subventionné, qui a aussi régulé. Donc c'est tout cela, tout ce paquet qui nous a amené à voir les changements intervenir dans le Nord, mais il y a eu aussi l'intervention du secteur privé. Et quand je parle du secteur privé, il s'agit du secteur privé national. Ce sont des Sénégalais qui se sont investis, qui sont aujourd'hui des entrepreneurs qui produisent du riz, qui le transforment, qui le mettent sur le marché. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver du riz local sur le marché du Sénégal, sur le marché domestique. Vous pouvez voir que beaucoup de Sénégalais consomment le riz local parce qu'il y a eu des ruptures qui ont eu lieu. Mais on peut bâtir sur cela pour aller non pas vers une autosuffisance en riz, mais vers une souveraineté alimentaire. Et il y a beaucoup de leviers sur lesquels l'État peut agir pour nous amener à ça. On pourrait donner d'autres exemples. Cette question de souveraineté alimentaire elle est essentielle parce que beaucoup se posent des questions. Comment au Sénégal on peut avoir plus de 250 000 hectares de Saint-Louis jusqu'à Bakel, autant au sud du pays, que le pays continue aujourd'hui encore d'importer ce qu'il consomme? Alors, moi, je ne suis pas économiste, malheureusement, et bonjour à mon homonyme Ibrahima. Je ne suis pas économiste, je m'intéresse beaucoup plus à l'État. Je trouve que la question que vous posez est liée à la nature de nos États. Je n'ai pas le sentiment que depuis notre accession à la souveraineté internationale, on vient de célébrer 62 ans d'indépendance, que l'État a fondamentalement changé. C'est-à-dire, l'État tel que nous a légué le colonisateur, est ce même type d'État qui continue de fonctionner avec les mêmes logiques, la même philosophie. Et ce type d'État ne peut pas nous amener à ce genre de souveraineté parce que l'État avait des fonctions spécifiques que lui avait données le régime colonial. Et depuis cela, il n'y a pas cette rupture dont il a parlé, en tout cas au niveau du fonctionnement de l'État. Continue de produire, de fonctionner de la même façon et en produisant les mêmes résultats. Et donc, si l'on veut
si l'on veut vraiment aller vers cette souveraineté dont on parle, il faut repenser l'État. Il faut totalement repenser l'État. Et repenser l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord lui donner une finalité. C'est-à-dire, c'est pas seulement changer notre manière d'être, changer notre manière de consommer, mais c'est aussi nous donner une direction, là où on veut vraiment aller. Et je dis tout cela en pensant un peu au travail foncier qu'avait fait quelqu'un comme Mamadou Dia. Vous savez, aujourd'hui, on est encore en train de parler de ça. En 1959, Mamadou Dia a réalisé la première étude prospective en Afrique subsaharienne, en tout cas dans les États indépendants. Et c'est grâce à son directeur de cabinet qu'on a eu toutes ces informations. C'est pas, moi, je ne suis pas de cette génération. Donc, et dans cette étude prospective, il y avait beaucoup de choses qui avaient été déjà dites pour amener le Sénégal dans une autre direction. Par exemple, on disait à l'époque que ce n'est pas l'agriculture qui allait faire le développement du Sénégal. Que oui, l'agriculture est une chose importante, mais qu'on devait voir dans le contexte sénégalais de l'époque qu'il y avait d'autres leviers pour amener et que c'était les services qui pouvaient aider le Sénégal. Le Sénégal n'a pas d'or, enfin, beaucoup de produits minéraliers et autres à l'époque. Et ils avaient dit qu'il fallait agir sur un certain nombre de secteurs pour faire avancer le pays. Malheureusement, pour des raisons politiciennes, on l'a liquidé. On a liquidé en même temps le travail qu'il avait commencé à faire sur beaucoup de questions. Et aujourd'hui, on se retrouve encore à la case départ pour réfléchir sur des questions qui avaient été réglées à l'époque. Et on peut même se demander si notre État a une mémoire. En tout cas, si on avait cette mémoire, on n'aurait pas dû revenir encore quelque temps après, demander à des experts étrangers de venir nous élaborer un projet qu'on appelle le Sénégal émergent, parce que, au fond, si on doit porter un jugement sur ce que le président a dit, en clair, ça veut dire que le programme qui est actuellement en cours n'a jusqu'à pas permis de régler ces questions-là. Donc, repenser l'État, pour moi, est quelque chose de fondamental. Deuxième chose, en repensant l'État, repenser notre système éducatif. Et ce système éducatif, c'est celui qui peut nous aider à ces réflexions dont Ibrahima a parlé tout à l'heure, à ce travail vraiment qui nous permet d'orienter notre économie dans telle ou telle direction. Parce qu'on a les ressources. En tout cas, on a la terre, on a l'eau, on a énormément de choses. Mais qu'est-ce qui nous reste? C'est l'innovation, la créativité. Or, l'école sénégalaise que vous connaissez, que je connais, n'est pas une école capable de procéder à ces innovations, en tout cas d'inventer de façon à ce que l'on puisse vraiment valoriser. Donc, il faut une rupture dans le système éducatif, la façon d'étudier, la façon d'enseigner et d'instruire les enfants, c'est ça? Tout. Et puis même, quelle est la fonction essentielle de l'éducation dans un pays comme le Sénégal? Ça, et je dirais encore, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Si vous vous rappelez, le président actuel, lorsqu'il est venu au pouvoir, la première chose qu'il avait faite, c'était de demander à l'ancien recteur de faire les assises de l'éducation. Donc, la réflexion, elle était déjà là, les solutions ont été proposées, mais ce sont ces mêmes dirigeants qui n'ont pas réglé jusqu'à présent. Justement, Ibrahim, pourquoi les solutions ne sont pas opérantes? Pourquoi toutes les solutions qui ont été proposées pour faire avancer le pays n'avancent pas? Pourquoi il n'y a pas d'action concrète? Les choses ne sont pas simples. Et là, cette complexité n'est pas prise en charge telle qu'elle. Il a parlé un peu de refonder l'État, mais lorsqu'on réfléchit par exemple à la souveraineté alimentaire, c'est plusieurs acteurs, c'est multi-acteurs, multi-niveaux, multi-secteurs. Pour prendre en charge cela, il faut une gouvernance qui reconnaît le rôle de ces différents acteurs. Il faut une gouvernance qui puisse coordonner tout cela. Et cette gouvernance doit être un peu supra et prendre en charge cette complexité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une divergence d'intérêts?
Mais évidemment, Dans tout ça. quand je parle de gouvernance, c'est que l'État en soi doit gérer les intérêts divergents. Parce que l'État doit gérer l'intérêt supérieur qui est l'intérêt public. Mais vous savez très bien que dans une société, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Le secteur privé a ses propres intérêts, les politiques ont leurs intérêts, etc. etc. Et d'ailleurs, en économie, quand vous prenez l'école du choix public, public choice, ce qu'ils disent, c'est que le gouvernement doit maximiser le bien-être social, mais sur la base de poids qu'il accorde aux différents groupes. Si nous prenons le cas qui nous concerne ici, qui est la souveraineté alimentaire ou l'agriculture ou autre, les différents groupes, c'est quoi? C'est le groupe des producteurs, c'est le groupe du secteur privé, des transformateurs, le groupe des importateurs, etc. Et l'État lui-même est traversé par des divergences. Même les sectoriels n'ont pas souvent les mêmes intérêts que le ministère des Finances. Donc, c'est tous ces intérêts qu'il faut reconnaître, les prendre en charge et mettre en place des mécanismes qui permettent de gérer cela. Et un des mécanismes, c'est la transparence. Lorsque vous reconnaissez qu'il y a tous ces groupes d'intérêts, que vous mettez des structures qui sont transparentes, des règles qui sont transparentes, là, vous pouvez faire des pas. Et un des moyens de faire ces pas, c'est d'évaluer de manière rigoureuse. Or, ici, on n'évalue pas. Quelles sont les politiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années et qui ont été évaluées? Chaque année, on met beaucoup de ressources, mais on ne les évalue pas. Sur le riz, on n'a pas évalué. Si on n'évalue pas, comment peut-on redresser les choses? Mais pourquoi on n'évalue pas? C'est dit quelque part en fait qu'on ne veut pas évaluer, ou bien c'est parce qu'il y a des intérêts en jeu qu'on ne veut pas évaluer, ou bien que l'argent qui était prévu dans la filière a été détourné, c'est ça? C'est pour ça qu'on ne veut pas évaluer? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer qu'on n'évalue pas. Vous savez très bien que l'État est traversé par plusieurs courants qui ne sont pas toujours favorables à la transparence. Parce que la transparence va remettre en cause des intérêts acquis. On sait très bien, si nous prenons le cas des subventions, depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de tentatives de réforme. Mais jusque-là, on n'arrive pas à réformer. Or, il y a même des possibilités d'innover dans les subventions. Pourquoi, par exemple, ne pas prendre une partie de la subvention et confier ça aux producteurs et leur demander de gérer eux-mêmes en mettant les garde-fous pour voir qu'est-ce qu'il va se faire. À la fin des années 90, il y a eu un programme Banque mondiale qu'on appelle PSAOP qui avait permis d'avoir 3 groupes, dont les producteurs, pour gérer des programmes. Le programme qui a été le mieux géré a été le programme des producteurs. Après évaluation, ça a été le programme des producteurs. Pourquoi, par exemple, les subventions, on ne prend pas une partie, on confie ça aux producteurs pour voir. Mais si ces changements, ces ruptures vont à l'encontre d'intérêts établis, ce sera difficile. La seule chose qui peut permettre d'aller au-delà, c'est de renforcer les groupes qui ont intérêt à ce que ça change, et ces groupes vont pousser l'État à changer. Parfois, l'État, quand je dis l'État, ceux qui animent l'État, ce sont des citoyens comme nous. Ils veulent que ça change, ils veulent que le pays change. Mais les contradictions qui traversent l'État font que les groupes qui ont intérêt à ce que ça ne change pas travaillent à ce que ça ne change pas. Mais ça demande, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une réforme en profondeur de l'État. Si aujourd'hui, ceux qui sont censés conduire les changements, eux-mêmes ont des intérêts. Sur des hommes d'affaires. Si vous avez par exemple des directeurs de société, des directeurs de structures de l'État qui sont eux-mêmes des hommes d'affaires, ou des ministres qui sont eux-mêmes des hommes d'affaires, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Juste pour renforcer ce qu'il a dit, aujourd'hui, on se pose même la question de savoir qui est qui. Si vous prenez le système dans lequel on est, qui est le système d'État libéral, vous savez, il y a les fonctionnaires sont des fonctionnaires, il y a des milieux d'affaires et il y a des milieux politiques et autres. Mais aujourd'hui, si vous prenez le cas du Sénégal, vous trouvez des magistrats qui sont des politiciens. Il y a un tel mélange de genres qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir, mais qui joue quel rôle? Et ça crée une inertie totale. Bien sûr, il y a énormément de forces d'inertie dans nos pays-là. C'est pas seulement cela, mais il y a aussi les religieux, il y a aussi ceux qui se disent défendre les valeurs du pays. Tous ces niveaux-là constituent des forces d'inertie. Mais
si on avait un État qui avait une direction bien précise et qui met tout en œuvre pour qu'on arrive à aller dans cette direction, au moins, peut-être, on aurait pu éviter le poids de ces forces d'inertie et avancer. Mais malheureusement, comme il l'a dit, l'État est aussi une photo. Et on peut même dater, d'une certaine manière, cette confusion-là. Le régime de Wade a vraiment, et ça je en 2000 depuis 2000, si vous regardez les travaux qui ont été réalisés par Momar Koumba Diop sur le bilan de Wade, on sait que Wade a détruit l'appareil d'État. Et on date même cette destruction à partir de 2006, où on a mis un terme aux fonctions du Premier ministre d'alors, qui constituait vraiment celui qui permettait de guider Wade un tout petit peu. Et ça a continué. Et il n'y a pas eu de changement de fond depuis cette période-là. Et on continue de vivre cela malgré beaucoup de contestation de la part de la société civile. Donc tant qu'il n'y a pas de ces réformes en profondeur, tout ce qu'on dit, c'est des slogans. En disant, oui, consommons local, produisons local, alors qu'on sait très bien qu'il y a des choses qu'il faut faire au préalable. Bien sûr. Et il y a même une autre dimension que je dois souligner ici. C'est que ce consommer local, ces actions, ça ne doit pas seulement être l'œuvre d'un seul État. On vit dans une sous-région où nos intérêts sont totalement liés. On vit sur un continent où nous avons des ambitions. Et c'est tout cela qui doit aussi nous orienter, qui doit aussi nous aider à sortir de cette situation. Mais regardez un tout petit peu, pour reprendre le cas que vous avez mentionné tout à l'heure, la question de l'Ukraine, qui a un poids important dans la consommation de nos pays. Vous n'avez pas vu d'initiative au niveau sous-régional, au niveau de l'Union africaine, alors que, bon, le président sénégalais aujourd'hui est président en exercice, il aurait pu prendre une initiative pour voir comment les États ensemble peuvent s'entendre pour essayer de juguler cette situation, en tout cas de voir comment ils peuvent traverser cette situation. Ça n'a pas été le cas. Et ça te donne déjà une indication sur le type de système qu'on a. Oui, mais ça répond à la question de la souveraineté de nos États. Certains disent que les États européens, entre guillemets, n'ont pas intérêt à ce que les États africains se développent. Parce qu'il faudrait que l'Afrique vive en apnée pour permettre aux industries européennes de continuer à vivre. Parce qu'ils vivent des matières premières africaines. Absolument. Et Alassane, moi je pense que nous ne pouvons rien dire aux Européens. Chacun gère ses intérêts. C'est à nous autres, Sénégalais, absolument, Ouest-Africains et Africains, de nous battre. Et si je prends le cas de l'agriculture, l'agriculture ne s'est jamais développée dans ce monde sans une protection minimale. Or, avec les ajustements structurels, on a démantelé toutes nos barrières. Quand l'UEMOA a été mise en place, le niveau des tarifs a été très très bas, donc on ne protège pas. Et regarde, même au niveau du Sénégal, le peu de progrès qu'on a eu, c'était sur la base de régulation et de protection. Avec le poulet, le poulet est un exemple. L'aviculture aujourd'hui, s'il a fait ces grands pas que nous connaissons, c'est parce que elle bénéficie. Qui est sous tension actuellement. Oui, elle bénéficie de cette protection. Parce que les producteurs d'agriculture sont contrariés aujourd'hui avec l'importation du maïs, du soja, qui n'arrive plus parce que ça vient de l'Ukraine. Absolument. Ils n'en produisent pas. Le poulet a augmenté sur le marché. Et tout ça, c'est lié à ce que je disais, c'est lié à notre politique alimentaire. Si nous avions pris des options claires à ce niveau-là, nous savons que pour développer notre agriculture, il faut une alimentation. L'alimentation, c'est essentiellement le maïs. Comment nous pouvons développer le maïs pour venir, disons, permettre à l'agriculture de se développer? Ce sont ces synergies que nous devons faire. Mais tout ça, ça suppose une politique qui coordonne tout cela, une politique alimentaire qui coordonne tout cela. Et ça suppose de prendre des options claires à ce niveau. Je donne juste l'exemple d'une spéculation que j'aime beaucoup, qui est le mil, qui pouvait être à la base de notre développement aujourd'hui. Le mil. Qu'est-ce qui empêche, par exemple, aujourd'hui, de prendre une option claire et de se dire, nous avons le mil dans une bonne partie de ce pays qui souffre de problèmes de productivité.
Mais il y a eu des travaux qui ont montré qu'il est possible de produire du mil avec un niveau de rendement élevé. Il y a eu des expériences de relations entre transformateurs et producteurs pour produire de la farine de bonne qualité. Et il y a des expériences qui montrent que si la farine existe, on peut avoir différents produits transformés au niveau des populations. Et lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire dans ce cadre-là, on pense à d'abord notre alimentation. Regardez ce qui se passe dans ce pays-là. Qu'est-ce qu'on consomme? Si vous allez en milieu urbain, surtout dans la banlieue, le produit le plus consommé, c'est le mil. Hein. Si vous regardez le soir, l'alimentation de rue, c'est à base de mil. Oui. Comment faire pour que ce mil soit disponible? Les trucs dans les quartiers, les lacs. Exactement, le tiéré et tout. Comment faire pour que cette alimentation pour que ces produits alimentaires soient disponibles à grande échelle, pour que nos bonnes dames, pour que nos mamans, pour que nos épouses puissent aller à la boutique, trouver la farine qu'il faut, aller à la boutique, trouver le couscous, etc. et pouvoir alimenter. On nous dira que l'alimentation a changé ces dernières années. Oui, mais les habitudes alimentaires changent tout le temps. C'est l'État qui doit travailler à ce que notre alimentation reflète notre culture. C'est pourquoi le problème, il est holistique. Et la réflexion, elle doit être une réflexion globale, production, transformation, mais aussi consommation. Et au niveau consommation, nous devons faire des choix clairs qui ont des résultats sur notre santé aussi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des maladies non transmissibles sont liées à notre alimentation. Ouais. Et si nous ne veillons pas, ça va être un vrai problème de santé publique dans les années à venir. Donc cette réflexion, elle est nécessaire. C'est un développement de diabète, d'autres maladies liées aux hypertension, tout ça, c'est lié à notre mode de vie, à notre alimentation essentiellement. Et si nous nous comparons aux pays de la sous-région, nous sommes le pays qui a l'alimentation la plus extravertie de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi nous devons faire un effort beaucoup plus important. Mais je suis d'accord avec Ibrahima que cette réflexion, elle doit être régionale. Notre marché, ce n'est pas le Sénégal, c'est le marché de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un marché... C'est de 300 millions de consommateurs. Exactement. 500 millions de consommateurs. Et qu'on n'arrive pas à échanger entre nous. 170 milliards. Le marché de l'alimentation en Afrique de l'Ouest, c'est 170 milliards de dollars qu'il faut capter. Donc si nous développons en regardant ce marché, nous pouvons aller très loin en développant notre économie alimentaire. Et le développement de l'économie alimentaire va permettre de créer des emplois. Et ce sont des emplois durables, parce que ce sont des emplois qui sont fondés sur un mécanisme qui se renouvelle sans cesse. Parce que nous allons toujours avoir besoin de manger. Et avoir besoin de manger, ça veut dire qu'on va acheter. Ce qu'on va acheter, ça va être transformé. Donc, créer des emplois au niveau de transformation. Les transformateurs ont besoin des producteurs pour leur fournir les matières premières. Donc, ces producteurs vont produire plus, etc. Et à chaque maillon, ça va créer des emplois. Ça va créer de la valeur ajoutée. Et qui dit création de valeur ajoutée, dit distribution de revenus à ceux qui sont à l'origine de cette création de valeur ajoutée, y compris les producteurs, mais aussi les privés, le secteur privé, etc. Mais comment faire pour intéresser les milliers de jeunes qui sont à Dakar aujourd'hui? Quand on regarde les rues de Dakar aujourd'hui, on a l'impression que l'intérêt du pays a rejoint Dakar. Les charrettes sont un peu partout dans les rues de Dakar, même sur la corniche. Et ça montre quelque part qu'à l'intérieur du pays, les choses ne sont pas faites, qui font que les jeunes sont obligés de prendre leurs charrettes, leurs chevaux et venir à Dakar travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils s'intéressent à la terre, pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent aujourd'hui s'intéresser à l'agriculture? Mais je pense que c'est totalement transformé beaucoup de choses. Tout ce que Ibrahima disait tout à l'heure en disant il faut transformer, ça vous montre à quel point notre université doit changer de direction. Absolument. Et la chance qu'on a maintenant, ce n'est plus l'université de Dakar et Gaston Berger, il y a au moins des universités régionales, je pense qu'ils pensent même en créer 2 nouvelles, Tambacounda et Matam. Mais si ces universités jouent vraiment leur rôle, c'est-à-dire rôle d'innovation, rôle de création. Formation professionnelle. Voilà, pas seulement formation professionnelle, mais c'est-à-dire innover dans le sens où il l'a expliqué, c'est-à-dire que dans le domaine agricole, qu'on puisse créer des choses qui peuvent vraiment aider à mieux développer la production locale, à faire en sorte que les charges de travail pour nos mamans, tout ça, que ça soit totalement réduit. Si cela est fait, on va pouvoir fixer les jeunes au niveau local.
On va pouvoir le faire, et si on le fait, mais on développe au niveau local la production, on développe au niveau local beaucoup de choses, on transforme au niveau local. Prenez la vallée du fleuve aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau local, et même l'économie locale, mais aussi nationale, va se transformer parce que nos producteurs auront des marchés, et ces marchés-là vont aider à vraiment faire. Mais les producteurs se plaignent aujourd'hui que quand ils font de la production, ils ont du mal à l'écouler parce qu'il n'y a pas de logistique pour déplacer aujourd'hui ce qu'ils produisent. Par exemple, dans la région de Matam, les gens avaient pensé qu'il aurait fallu peut-être mettre en place un train qui quitte Dakar, qui passe à Saint-Louis, qui passe à Podor, Matam, Tambacounda, Bakel, pour écouler, évacuer ce qui est bord-champ. Oui, mais c'est ce qu'il vous disait, c'est un ensemble. On ne peut pas régler une partie et laisser l'autre. Et c'est ça qui est aussi important pour un pays quand on pense le futur, qu'on le pense de manière holistique, de manière à ce que tous les aspects de nos politiques, et quand je dis tous les aspects, c'est pas seulement économique, c'est pas seulement, il y a même psychologique, parce que amener des gens à changer leur manière de consommer, c'est aussi psychologique. Prenez, je vous donne juste un exemple pour vous montrer à quel point c'est fondamental. L'habillement aujourd'hui. Regardez dans cette salle, oui, nous sommes tous habillés sénégalais. Il y a 15-20 ans, vous ne pouvez pas le penser. Même si on ne fait plus de coton ici au oui, Sénégal. Hein? Mais ça veut dire que dans la conscience des gens, maintenant, on pense que s'habiller sénégalais, c'est une manière... Mais normalement, cet habillement devait être accompagné d'usines de fabrication de coton, exactement, de filature. Et pourtant, on produit du coton. Mais on produit du coton pour l'exportation. Ce qui est même un peu rigolo, c'est que un pays comme le Mali transporte toute sa production de coton par le Sénégal pour l'exporter. On aurait pu... les chaînes de valeur dont il parlait, c'est ça, arriver à faire en sorte que nous puissions produire ce que nous consommons et que nous consommions ce que nous produisons. Et ça, on retourne aux questions de départ. Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle du secteur privé? Quel est le rôle de tous les acteurs dans la chaîne? Et moi, j'insiste beaucoup sur l'importance de l'éducation dans tout ça. Parce que je pense que l'éducation, c'est au début et à la fin de tout. L'idée de développement, en tout cas telle que je la comprends, peut-être qu'il me corrigera, c'est que c'est en étant créatif, en étant innovant, que l'on arrive à développer un pays. C'est-à-dire qu'on arrive à transformer nos sociétés. Mais pour le faire, il faut avoir des gens qui sont capables de cette réflexion, qui sont capables de mener nos pays. Et je pense que avoir une université comme Cheikh Anta Diop, où sur 100 000 étudiants, vous avez 50 000 qui ne font que l'être, c'est pas une bonne direction pour le pays. Heureusement que des universités comme Saint-Louis, des universités comme Ziguinchor ou même l'université de Bambey commencent à réorienter la recherche, à réorienter l'enseignement dans d'autres directions. Et c'est ça qu'il faut renforcer, c'est ça qu'il faut mettre en avant pour amener les jeunes. Mais cette formation commence à l'école primaire. Si on n'a pas un bon système éducatif, primaire, secondaire, on n'aura absolument rien au niveau de l'enseignement supérieur. Et ça également, c'est vraiment un pilier important Oui. La production, elle est importante, comme il l'a dit. Il faut produire, transformer sur place. On voit aujourd'hui le bras de fer entre la compagnie sucrière sénégalaise et certains commerçants. La compagnie qui reproche à l'État de donner beaucoup de DIPA, qui permet à des gens d'importer du sucre et de concurrencer ce qu'ils sont en train de faire. L'interview de Mimran, le patron de la CSS, en disant qu'ils ont besoin de plus de terre pour mettre beaucoup plus de production, et que les commerçants disent que eux, s'ils importent, ils peuvent vendre le sucre moins cher que la compagnie sucrière. C'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème et il n'est pas nouveau. Je me rappelle, il y a une trentaine d'années, l'ancien ministre des Finances, Mamoudou Touré, a eu une boutade au niveau de l'Assemblée nationale où il expliquait qu'il était possible de fermer la CSS, d'importer du sucre, de le vendre, de payer les salaires des travailleurs à ne rien faire. Mais la question est beaucoup plus complexe que cela.
c'est une question de régulation aussi. C'est une question de choix. Si le Sénégal décide qu'il veut produire son sucre, il se donne les moyens de le produire en disant, OK, on a mis en place une société, une structure qui produit, qui est la CSS, mais il faut la réguler. D'abord, il faut lui fixer des objectifs. Il semblerait que les objectifs, c'était d'arriver à une autosuffisance en sucre, qui n'a jamais été atteinte. Mais l'erreur qui a été commise, c'est de permettre à la structure de pouvoir produire et de pouvoir importer. Ça, à un moment, ça a été une erreur parce que ça pose des problèmes de conflit, d'incitation. Parce que lorsque vous produisez et vous importez, lorsque le marché international a des prix plus favorables, là, vous allez réduire votre production et vous aurez tendance à importer plus. Avoir une plus-value. Exactement. Donc, on peut comprendre dans un premier temps que l'État décide de protéger la CSS parce que, avec la théorie des industries naissantes, on vous protège pour que vous puissiez vous donner les moyens de pouvoir compétir avec le marché international, mais il doit y avoir un retrait progressif de cette protection. Ensuite, il faut que petit à petit la société soit compétitive et puisse fournir aux consommateurs un sucre qui a un prix moindre. Ça veut dire baisser ses coûts. Mais tout cela suppose aussi qu'il y ait un bon régulateur. Et un bon régulateur suppose quelqu'un qui a les compétences pour savoir quel est le coût de revient de cette industrie. Et si on connaît ce coût de revient, donc on peut réguler parce qu'on peut fixer des prix qui est un monopole de fait. Mais il faut éviter aussi l'erreur que certains commettent en comparant les prix du sucre des pays qui ne produisent pas. Ce ne sont pas les mêmes politiques. Oui. Quand vous avez une industrie locale, vous ne pouvez pas vous comparer à un pays qui n'a pas d'industrie, qui se fonde uniquement sur le marché. Quand le marché international est favorable. Par exemple, en Gambie, Mali, Mauritanie, etc. Ils n'ont pas d'industrie. Vous trouvez le sucre mauritanien à Zichatol. Exactement. Dans les étals. Maintenant, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'après 50 ans, que la CSS ne puisse pas mettre sur le marché un sucre qui soit compétitif par rapport au marché international. Et c'est ça le problème de fond. Si par exemple, la CSS peut assurer, disons, 70%, rien n'empêche à l'État de dire, OK, durant cette période où vous mettez sur le marché les 70%, je ferme la frontière. Lorsque la production va baisser, j'ouvre pour qu'il y ait des importations. Et dans ce cas, je donne des DIPA aux commerçants pour qu'ils amènent la demande supplémentaire. Mais ça doit être aussi très régulé pour ne pas mettre dans le marché plus de 30% pour compenser pour les 100%. Donc, ça demande un rôle important de l'État, un rôle de régulateur, un rôle d'équilibre, un rôle de gestion de l'intérêt public entre l'intérêt de la CSS, qui est un intérêt d'un privé, et l'intérêt des consommateurs et l'intérêt des commerçants. Parce que tous ces groupes n'ont pas les mêmes intérêts. Mais certains demandent même, comme commerçants, qu'on ouvre la concurrence, que d'autres Sénégalais puissent se mettre au sucre, produire sur place. Oui, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir sur l'idée, parce que tout à l'heure, je ramène cette question aussi au niveau de la problématique de la souveraineté. Parce qu'on ne peut pas continuer à importer et on va se retrouver dans la même situation qu'on s'est retrouvé avec l'histoire de l'Ukraine, où on ne consomme pas, on produit pas de blé, on produisait même de l'huile, mais on a décidé de ne pas consommer cette huile-là, d'aller consommer une autre huile, et aujourd'hui on se retrouve dans cette époque. Parce que une des manières aussi en tout cas de prendre en main notre propre destin, c'est de consommer ce qu'on produit et de produire ce que nous consommons. Et ça, je pense que ça, c'est essentiel pour nos pays et on doit aller dans cette direction. Il a mentionné tout à l'heure cette question du sucre, mais je pense que la même chose est aussi en train de se faire au niveau de l'oignon. Et on semble même arriver maintenant à un équilibre où pendant une période où les gens produisent, il n'y a plus d'importation et ça crée un certain équilibre et ça permet, si vous prenez maintenant la zone des Niayes, mais les gens arrivent vraiment à tirer un bénéfice réel
de la production. Mais avec une question de fond, les gens demandent pourquoi on ne transforme pas les oignons sur place ici, localement, industrialisés, créer des usines de transformation. Oui, mais ça, c'est le rôle de la recherche. Ça, c'est le rôle de ce que j'appelle, en tout cas, le secteur de l'éducation. Or, tout le monde sait ici au Sénégal que le parent pauvre de l'éducation, c'est c'est la recherche. Vous prenez n'importe quelle université ici au Sénégal, il n'y a pas un budget conséquent sur la recherche. Or, il y a, par exemple, à l'université de Saint-Louis, je sais qu'ils travaillent beaucoup sur les questions agricoles. Si on développe, en tout cas, si l'État leur donnait les moyens d'aller dans cette direction, on aurait pu faire énormément de choses. C'est pas seulement, même dans la conservation, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais il faut aussi que nous développions ces compétences-là pour pouvoir y arriver. On revient toujours au même problème, mais je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'il y ait une prise de conscience à partir des crises que nous vivons, parce que l'avantage des crises, c'est de te permettre de choisir un autre chemin de vie. Voilà. Et aujourd'hui, avec tout ce que l'on a connu, Covid, maintenant Ukraine, si on ne réfléchit pas de manière vraiment approfondie, en utilisant toutes les compétences qu'il y a dans ce pays pour aller dans une autre direction, c'est qu'on aura tous failli. Pas seulement les politiques, mais nous, tous les autres, nous aurons failli. La dernière question, c'est la crise casamançaise aujourd'hui, la crise qui continue, où l'État a décidé maintenant de faire pratiquement une guerre totale. C'est une question difficile. La Casamance est partie intégrante du Sénégal. On sait que lorsqu'il y a une guerre qui est longue, il y a une économie criminelle qui se développe. Et il est très difficile de sortir de cette économie criminelle. Parce qu'il y a beaucoup de démantèlement de champs Exactement. Il y a des gens qui gagnent à ce que le statu quo continue, ce qui fait que c'est très difficile. Et une guerre interne, c'est toujours une guerre de Sénégalais contre des Sénégalais, donc c'est très très douloureux. J'ose espérer que la paix va revenir, qu'une économie nationale se développe, parce que quand vous avez l'insécurité, les investisseurs ne viennent pas, les chaînes logistiques sont interrompues, les producteurs ne produisent pas au niveau où ils doivent produire, etc. Et tout cela, c'est le Sénégal globalement qui perd. Ces dernières années, avec le peu de paix qu'on a eu, il y a eu des changements notables qui ont été notés. Et avec le pont sur la Gambie, la Casamance est maintenant beaucoup plus proche. Et c'est à ce niveau où il faut aussi reconnaître que des efforts ont été faits sur les questions logistiques. Avec les ponts, avec les routes, les produits sont maintenant beaucoup plus proches des grands marchés, parce qu'il y a ici au Sénégal 2 grands marchés, c'est Dakar et Touba. Et aujourd'hui, avec Ila Touba, avec la jonction sur Matam, certaines routes, et ce qui est prévu aussi dans le nord du Sénégal, dans le domaine du riz, où toute la zone de Boundoum va être désenclavée, tout cela va contribuer à rapprocher les produits des consommateurs. Et le fait que la Casamance soit désenclavée contribue à cela, contribue à ramener la paix. Je pense que nous pouvons garder espoir que les choses vont s'améliorer. La Casamance, la guerre qui perdure, vous êtes spécialiste de la géopolitique régionale, la Gambie, son jeu clair-obscur, Guinée-Bissau, aujourd'hui, le président lui-même peut-être n'est pas en osmose avec l'armée, qui est plus proche du PAIGC, ou Salif Sadio peut-être peut se cacher en Gambie ou bien en Guinée-Bissau. Bon, vous savez, cette question casamançaise, il faut aussi la placer dans un contexte sous-régional. Vous avez mentionné la Gambie. Depuis que la Gambie est indépendante en 1965, on n'a jamais eu de meilleures relations que sous l'actuel président. Barrow. Ouais. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à l'armée sénégalaise d'être présente de façon permanente et de gérer cette crise. Vous avez vu que depuis que Barrow est au pouvoir, il y a moins d'attaques, il y a moins en tout cas, de problèmes sur le front qu'ils appelaient Nord. Le front sud avait plus ou moins été pacifié et l'économie criminelle dont il a parlé, c'est pas seulement la production de drogue, mais c'est aussi la coupe de bois. Mais si rien n'était fait, en tout cas si rien n'est fait pour arrêter cette coupe abusive du bois, la Casamance va devenir une savane. Et ça, ce n'est ni dans l'intérêt du Sénégal, ni dans l'intérêt de la Gambie. Et donc,
il fallait faire quelque chose, ne serait-ce que sur cet aspect-là. La deuxième dimension, c'est que n'oublions pas que le Sénégal se trouve maintenant dans une zone de crise extrême. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et rien, en tout cas, n'excluait le fait, la possibilité de jonction entre ces groupes et les groupes casamançais. Alors, si on en arrive là, ça va être encore une situation plus ingérable pour le pays, mais aussi pour toute la sous-région, parce que cette jonction entre les différents groupes aurait pu créer une autre situation. Donc, l'idée pour l'État, maintenant, de mettre un terme, en tout cas, d'aller détruire les bases, pour moi, ça se comprend. Ça se comprend. Mais ça ne doit pas, à mon avis aussi, constituer un frein au dialogue qui avait été Le dialogue initié. doit se poursuivre en même temps. Le dialogue va se poursuivre, mais avec qui? Parce que maintenant, on ne sait même plus où se trouve Salif Sadio. Et en plus, Salif Sadio coupé de ses bases, Salif Sadio n'ayant pas une base, ne peut pas avoir une capacité de négociation comme celle qu'elle aurait pu avoir s'il était toujours, il disposait toujours de base. Et ça, également, c'est un problème. Un troisième niveau d'analyse, c'est que on va se retrouver en face d'une situation nouvelle où il y a des groupes criminels qui vont, d'ailleurs, ils ont commencé, ils s'attaquent aux voitures. Justement, le démantèlement des bases avec l'économie parallèle dont vous parliez, la vente de chanvre indien qui est freinée, et que ça peut pousser le groupe rebelle à s'attaquer pour survivre. Oui, mais parce qu'ils n'ont plus de chanvre qu'ils vendaient. Mais c'est là où d'autres acteurs doivent pouvoir maintenant commencer à jouer leur rôle. Il y avait beaucoup d'intervenants dans cette crise qui jouaient plus ou moins un rôle intéressant, et c'est maintenant le moment de les aider, de les outiller pour qu'ils participent à ce dialogue-là. Parce que, qu'on le veuille ou pas, pour moi, avec le démantèlement de toutes ces bases, une ère nouvelle va s'ouvrir pour la Casamance. Et cette ère nouvelle va s'ouvrir parce que l'État maintenant aura l'obligation de continuer le travail qui avait été commencé, investir en Casamance, montrer que la Casamance fait partie du Sénégal. Les infrastructures dont il a parlé étaient fondamentales. On ne peut pas se dire qu'on est dans un même pays alors que pour aller d'un point A à un point B, on fait même 24 heures. Ouais, Ça, c'était un problème. Maintenant, il faut que l'État trouve des solutions à ces problèmes. Il faut que l'État aussi fasse tout pour que tout ce que produit la Casamance puisse être aussi valorisé dans ce cadre-là. Et ça également, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire de la part de l'État pour amener, en tout cas les producteurs casamançais, que ce soit de la... l'anacarde. Il y a beaucoup d'autres spéculations au niveau de la Casamance que ça puisse se faire. Et ultimement aussi, vous savez, un des problèmes qui avait été souligné en 1981 quand les autres, comment il s'appelle encore, Diamankoun Senghor et autres se soulevaient, c'était de dire aussi qu'on était discriminé. Alors, l'État doit agir pour montrer que, bon, par le passé, il y avait eu des erreurs, on avait spolié les terres des gens. Il faut corriger toutes ces erreurs-là. Et la correction de toutes ces erreurs, ça veut dire faire en sorte que nos concitoyens de la partie sud du pays vraiment se considèrent réellement comme Sénégalais. Et ça commence quand on regarde par exemple la place qu'ils occupent dans le football. En tout cas, aujourd'hui, tout permet de croire que si un petit effort est fait par nos autorités, on va retrouver la paix en Casamance, mais cette paix-là, elle n'est pas permanente. Il faudra tout mettre en œuvre pour qu'on continue encore pendant une dizaine d'années de cultiver, tu vois, cette paix-là, de faire en sorte que... En faisant la guerre, il faut toujours continuer aussi à négocier, c'est ça? Il faut négocier, il faut surtout travailler sur le respect mutuel, la diversité, l'acceptation de cette diversité, travailler sur l'équité
On parle beaucoup d'équité territoriale, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, mais je crois qu'on doit en faire plus au nord, au sud, à l'est. Considérer plus ces populations qui sont très éloignées de Dakar et investir dans ces zones pour que ces populations aussi se sentent être d'ici. C'est faire des efforts au plan économique, mais aussi au plan culturel. C'est tout cela qui fera que nous tous, nous allons continuer à avoir le sentiment de vouloir vivre ensemble dans le Sénégal qui nous est cher. Voilà, le temps que nous est imparti est terminé. Merci infiniment à Ibrahim Kane, qui est membre militant des droits de l'homme et chargé de programme à Osiwa. Merci à Ibrahim Atche, qui est économiste, chercheur à l'IPRAR, spécialiste des politiques agricoles et de développement des chaînes de valeur. À la technique, Biran Sissi, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Vous écoutez e-Radio 90.3, la première radio-vision du Sénégal.